Zach Deloupi. Alors, je sais pas comment on doit. Zach Deloupi, c'est ton pseudo. Hein. Oui, c'est le nom sous lequel je me cache. Voilà, c'est ça. Donc, on va parler de tes activités d'auteur, mais aussi d'éditeur, puisque dans les années 2000, tu as cofondé donc une structure associative, une maison d'édition qui s'appelle Jargil, qui t'a permis d'ailleurs de sortir tes premiers livres, si je ne me trompe pas. Et depuis, tu as publié chez Delcourt, Casterman, Marabule, pas mal d'autres. Et tu vas nous expliquer aussi comment ça t'a servi finalement à avancer aussi en tant qu'auteur. Et donc justement pour Jargil, comment ça s'est passé en fait, cette fondation, cette création? C'est quelque chose qui a aussi à voir avec le hasard. C'est-à-dire que j'ai jamais prémédité d'être auteur. C'est pas un truc auquel on pense en se réveillant à 6 ans, se dire d'être éditeur, je veux dire. Je me sentais avant tout auteur de bande dessinée. Et j'avais envie de raconter des histoires. Et il se trouve qu'à l'aube des années 2000, je retrouve un vieux copain d'enfance, Michel Jacquet, qui signe Alep avec moi, avec qui j'échangeais beaucoup sur la bande dessinée. On n'avait pas les moyens de s'acheter beaucoup d'albums. La bande dessinée était déjà chère à l'époque. Et du coup, on s'échangeait les albums que chacun avait achetés dans l'année et on échangeait autour de ça. Et il se trouve que je retrouve donc Alep à ce moment-là et je retrouve en même temps un copain que je m'étais fait au Beaux-Arts Saint-Étienne. Et dans les écoles des Beaux-Arts, on parle assez peu de bande dessinée, à part à Angoulême. Et du coup, avec ces deux copains-là, on s'est dit, plutôt que de parler de bande dessinée, faisons-en, parce qu'on avait chacun des projets. Et on a monté cette structure, qui est une structure associative, dans la veine de celle de l'association, de Cornelius, de toutes ces structures qui sont nées presque un peu 10 ans avant la nôtre. Mais donc en plus, je connaissais quelques-uns des fondateurs, et du coup, c'était assez simple de se dire, on va publier un livre, 2 livres, peut-être 3. Bon, aujourd'hui, on se rend compte qu'on a mis le doigt dans un engrenage qui fait qu'on a publié plus de 100 livres et qu'on a une quarantaine d'auteurs. Mais vraiment, à l'époque, si on m'avait dit ça, j'aurais peut-être pas signé d'ailleurs, j'aurais peut-être pas fait. Mais vraiment, je ne regrette pas aujourd'hui, parce que pour répondre aussi à ta question, c'est que ça m'a fait gagner du temps. C'est-à-dire que j'ai publié chez Jargil des livres que j'aurais peut-être pas pu publier chez un gros éditeur, ou en tout cas où je les ai fait dans des conditions qui étaient des conditions très faciles, puisqu'on était entre nous, puisque ça nous apprenait notre métier, mais sans la pression d'un contrat, de quelqu'un qui est au-dessus qui demande du rendement, enfin qui demande à ce que le livre marche. Nous, on faisait ça à la petite semaine, et finalement les livres ont marché, ce qui nous a fait grossir, ce qui a fait venir aussi d'autres auteurs. J'ai peut-être pas précisé, mais on est à Saint-Étienne, donc c'est une petite ville, et c'est vrai que les auteurs de bande dessinée, on les croise pas. Enfin, je veux dire, c'est pas marqué sur leur front qu'ils sont auteurs de bande dessinée, donc on les croise que par hasard. Et le fait de faire une maison d'édition, ça a permis de faire venir plein de gens qui, tout à coup, nous identifiaient. Voilà, ils nous identifiaient comme potentiellement une maison d'édition. Donc on a rencontré à peu près tous les créateurs de bande dessinée, auteurs de bande dessinée, autrices aussi beaucoup, dans Saint-Étienne et aux alentours, qui nous ont apporté des projets. Donc on a aussi grossi pour ça. Et c'était difficile de refuser des jolis projets d'albums, d'illustrations aussi. Donc on s'est dit, ouais, alors on s'est d'abord publié nous, et puis maintenant on va en publier, on a d'abord publié Gaëlle Boissonnard, qui est une autrice jeunesse, et puis après un autre auteur, et petit à petit, de 2 livres en 2 livres, on est devenu une vraie maison d'édition. Là, par exemple, on voit le livre d'Alf Bob avec la musicienne Raymond Howard. Ouais. Ça, c'est un livre qui vous est arrivé par quel biais? Alf Bob, c'est quelqu'un qu'on a publié d'abord sous un tout petit format, parce qu'on a aussi créé des collections pour permettre aux auteurs. Il y a vraiment un truc qui est étrange à la bande dessinée d'aujourd'hui, c'est qu'il y a longtemps, on commençait par des petites histoires dans des revues, dans des magazines, Spirou et d'autres, et c'était facile pour un auteur de travailler sur 10, 15 pages, voire 2 pages, voire 3 pages. Aujourd'hui, on demande presque à un auteur de démarrer par un roman graphique de 110 pages. Et c'est franchement difficile, c'est dur quand on n'a jamais fait de bande dessinée, de tenir le rythme, déjà de trouver un bon contrat aussi pour ne pas avoir à travailler à côté ou faire des illustrations plus alimentaires à côté. Donc on avait créé cette collection, une première collection qui s'appelait BN au carré, qui était une petite collection de petits formats qui pouvait ressembler, on n'avait rien inventé là non plus, ça ressemblait aux pattes de mouche de l'association. C'était la même idée en tout cas, de faire venir des jeunes auteurs dans la maison d'édition et de leur proposer des petits formats, 11 pages. Et nous, ça nous a permis de faire venir plein de gens. Des jeunes auteurs comme Alf Bob, mais aussi des gens plus confirmés, parce que Gilles Rochier en a fait un,
Récemment, Nicobi en a fait un. Enfin, c'était intéressant. Et du coup, pour nous, c'est aussi un moyen d'expérimenter un auteur, de voir qu'est-ce qu'il a à raconter, comment il le raconte. Et Sylvain, ayant fait son premier album chez nous, nous a proposé ce formidable... c'est le parcours de Raymond Howard. Raymond Howard, c'est une chanteuse de rock et elle va faire une tournée en Angleterre. Et au bout de quelques jours, elle a extrêmement mal au dos, donc elle prend des médicaments et elle finit par se retrouver dans les hôpitaux anglais. Et ce livre, c'est un moyen de décrire à la fois qu'est-ce que c'est que le quotidien d'une jeune chanteuse de rock, pas très très connue, elle n'est pas hyper connue non plus, Raymond Howard, mais et aussi de montrer qu'est-ce que c'est que le quotidien des hôpitaux anglais avec l'ultralibéralisme et avec toute la verve aussi de Sylvain, qui est capable de faire des images hyper marquantes, parce que le récit, c'est la voix off de Raymond, et donc lui, il arrive à en tirer une substantifique moelle pour en faire des belles images et raconter ça de manière amusante. Et toi, quand tu as cofondé Jargil, tu n'avais pas essayé de taper à la porte des éditeurs traditionnels. Tu voulais l'indépendance, la liberté. Oui, mais alors c'est pas revendiqué comme ça. C'était peut-être même plutôt par, je sais pas. On a fait l'introuvable, qui est le premier tome d'une série, en se disant ça sera marrant de le faire entre nous. On voulait faire un format italien, ce qui était déjà pas la norme des albums classiques. Donc on s'est pas posé la question. Je me suis posé la question d'aller voir ailleurs quand j'ai eu un projet entre les mains. C'était Love Story à l'iranienne, où je savais que c'était pas possible de le faire chez Jargy. C'était pas possible pour plein de raisons. C'est aussi pour ça qu'il y a des limites dans ce genre de structure. J'y reviendrai après, mais on n'a pas les moyens de retenir les auteurs et c'est pas notre but. Un auteur chez nous, il fait un premier album, parfois un deuxième. Il est payé sur les ventes, donc il faut que les ventes soient importantes, mais on ne donne pas d'avance sur droit, ce qui est très compliqué. Ça oblige l'auteur à avoir quand même à côté un moyen de subvenir à ses besoins. Mais l'idée, c'est d'accompagner l'auteur ou l'autrice pour qu'ensuite, elle aille voir une maison d'édition plus conséquente qui va lui permettre de faire un autre album qu'on ne ferait pas nous parce qu'on n'en a pas les moyens et d'exister autrement. Et c'est vraiment le but aujourd'hui. On se veut comme un incubateur. J'aime pas bien ce mot parce que c'est utilisé par des gens qui l'utilisent mal. Mais disons que si on revient à l'essence de ce que c'est qu'un incubateur quand on élève des poules, c'est un peu ça, quoi. C'est l'idée que voilà, ils sont bien chez nous, ils sont au chaud, on les chouchoute, on parle de tout chez Jargy. Tout est ouvert, les comptes sont ouverts parce qu'on est une association de la 1901. Michel, Alep et moi sommes bénévoles pour travailler dans cette structure éditoriale. On les associe au choix du papier, à la maquette. Parfois, on les emmène même chez l'imprimeur pour qu'ils voient aussi qu'est-ce que c'est qu'un imprimeur et comment ça fonctionne. Voilà, il n'y a aucune question tabou, quoi. L'idée, c'est pas nous, on est éditeur et fais ton boulot et puis, une fois que c'est fini, tu verras les comptes à la fin de l'année et puis rentre chez toi. L'idée, c'est vraiment de discuter, d'expliquer aussi pourquoi parfois un bouquin marche. Alors, quand ça marche, c'est plus facile. Et puis, parfois, pourquoi il marche moins bien et pourquoi on en a moins vendu que ce qu'on espérait. On les emmène sur les salons aussi et dans des vraies conditions d'auteur. C'est-à-dire, on ne dort pas dans un duvet à 15 dans une pièce, quoi. Ils sont invités, tout est payé. Voilà, ils dédicacent, ils peuvent aller voir les expos, ils se baladent et ils voient aussi ce que c'est qu'un gros salon, soit comme celui de Saint-Malo, soit comme Angoulême, soit des petits salons aussi, parce qu'on en fait quand même pas mal aujourd'hui. C'est aussi une autre forme de revenu, c'est une autre forme notre moyen aussi de se faire connaître. Et pour Jargil aussi, il y a comme une ligne éditoriale. Alors, il commence à s'en créer une, mais c'est aussi une question qu'on nous posait beaucoup au début, c'est quoi la ligne éditoriale? Alors, au début, j'avoue qu'on n'en avait pas vraiment, parce que les projets arrivaient, ils ne se ressemblaient pas. Mais petit à petit, ils se sont créés des collections. Par exemple, je m'arrête sur Colette Mani, c'est une collection qui s'appelle Autobio, parce qu'on y publie, c'est un format 18-24. Là non plus, on n'a rien inventé, hein, c'est le format des bouquins de l'Asso ou de certains bouquins d'Ego Comics. Et c'est des bouquins qui n'ont que des vocations biographiques ou autobiographiques. Dans Colette Mani, par exemple, Yann Madé va rencontrer par hasard à Marseille le spécialiste de Colette Mani. Alors, n'ayez pas honte, moi non plus, je ne savais pas qui était Colette Mani avant de lire le livre. C'est une chanteuse réaliste des années 70-80 et qui a quand même marqué pas mal la génération actuelle, puisque Orelsan a samplé un petit bout de Colette Mani pour un de ses morceaux. Olivia Ruiz s'est beaucoup réclamée de Colette Mani. D'autres chanteurs en ont souvent parlé.
Et elle passe souvent sur France Inter quand il y a la grève, donc on peut quand même l'entendre de temps en temps. Et Yann Madé va rencontrer le spécialiste de Colette Mani, donc il y en a bien un, et du coup il va le suivre et apprendre plein de choses sur cette chanteuse réaliste, communiste, très très engagée, sans concession, absolument sans concession. Et c'est un album hyper intéressant de ce point de vue-là. Donc là c'est plutôt biographique, comme celui de Sylvain tout à l'heure sur Raymond Howard, où il raconte l'histoire de Raymond Howard, mais ça peut être aussi des histoires personnelles, des voyages. Il y a un livre qui s'appelle Café Touba, où Léa Twitou raconte son voyage au Sénégal, avec tout ce qu'elle découvre, tout ce qu'elle ressent. Donc voilà, c'est une série qui s'appelle Autobio. Et puis on a quelques autres petites collections comme ça qu'on essaie de ranger pour avoir à peu près une ligne éditoriale qui tient la route. Mais on s'interdit rien en fait, parce qu'on a aussi cette liberté-là de se dire tiens, si un projet arrive, eh ben, il va peut-être générer une collection. Et c'est arrivé avec Simon Hureau. Alors j'en parle volontairement parce qu'il a eu un prix là, sur le festival pour un excellent album qui n'est pas du tout chez nous, qui est chez Dargaud, qui s'appelle Sémélique. Et il avait fait un album chez nous qui est une sorte de collection autour de l'enfance, autour des histoires d'enfance. On a déjà fait une petite collection qui s'appelait BN, mais là c'est une collection un peu plus grosse. Et au fur et à mesure que les projets arrivent, cette collection va grossir. Donc ça deviendra aussi, ça va rentrer dans notre ligne éditoriale. Donc vous associez les auteurs à toutes les étapes un peu de la création, la fabrication? Le plus possible, on les accompagne aussi pas mal sur l'aspect créatif, c'est-à-dire souvent un auteur, il arrive avec plein d'idées, il ne sait pas toujours trier ses idées, donc souvent c'est plutôt Alep qui fait ça, mais vraiment un accompagnement pour essayer de trier les idées, regarder les premières planches, souligner les passages où la narration n'est pas forcément bonne, faire des petites choses autour du dessin. Moi, j'interviens souvent comme premier lecteur, c'est-à-dire je lis la bande dessinée comme si je l'avais achetée en librairie, et j'essaie de repérer là où on pourrait poncer un peu, voilà. Et surtout, j'interviens beaucoup sur les couvertures. Voilà, j'ai cette appétence dans mon propre travail d'auteur sur les couvertures. C'est quelque chose que je trouve hyper important. C'est-à-dire, c'est aussi ça qui fait que quand on est dans une librairie, on va rentrer dans un livre. Une couverture, tout à coup, appelle. Donc, je travaille beaucoup avec les auteurs sur les couvertures pour trouver la bonne adéquation entre ce qu'ils veulent faire et ce qu'on peut raconter. Un bon exemple sur celle-ci, le simple fait de rajouter cette ligne montante, là, comme ça, cette ombre, ça cassait le côté plat. Au début, Yann ne l'avait pas fait, et c'est un truc qu'on lui a conseillé, même de composer autrement. Là, le graphiste aussi peut intervenir pour dire voilà ce que je propose comme police de caractère aussi pour le titre. Mais tout ça se fait vraiment conjointement avec les auteurs et les autrices, parce que je trouve ça hyper important. Moi, j'exige ça en tant qu'auteur quand je bosse avec un éditeur, quel qu'il soit, de travailler la maquette, de travailler le visuel de couverture, d'être l'artisan de mon propre livre, quoi, de ne pas le laisser s'échapper, c'est important, surtout quand c'est un premier livre pour ces jeunes auteurs. Et les auteurs, les autrices que vous sollicitez ou qui vous sollicitent, ils vous présentent un dossier, ou là tu parlais de planches que tu lisais l'histoire comme si elle était publiée. Ils vous livrent toutes les planches d'un coup, en fait, comment ça se passe? Non, des fois il y a que quelques planches, donc moi j'interviens souvent à la fin. On participe aussi, il y a un autre festival qui est à Lyon où il y a des rencontres avec des jeunes auteurs, donc là c'est intéressant parce que c'est vraiment parfois ça peut être des très jeunes auteurs qui viennent présenter un dossier, un projet, donc c'est comme un speed dating entre auteurs et éditeurs. C'est aussi intéressant ça parce que moi ça m'a permis quand j'ai proposé des projets à d'autres éditeurs de comprendre ce qu'un éditeur a envie qu'on lui dise d'un projet. Et quand on est jeune auteur, on ne sait pas toujours quoi raconter sur son projet. Et il faut presque travailler ça. Il faut presque prendre un petit peu de temps et se dire, tiens, qu'est-ce que j'ai fait? Pourquoi je l'ai fait? Et en quoi ce que j'ai fait pourrait être intéressant pour l'éditeur que j'ai en face de moi? En quoi ça ne va pas ressembler à tel livre qu'il a dans son catalogue ou qu'un autre a dans son catalogue? Quand on a fait Love Story à l'iranienne, il y avait déjà Persépolis sur l'Iran. Je me suis rendu compte que Persépolis, c'était presque 20 ans auparavant. Il s'était passé 20 ans sans qu'il y ait un livre sur l'Iran en France. Donc c'était intéressant de dire ça comme argument, parce que c'était pas, même si le discours dans Love Story à l'iranienne ressemblait à plein de points
qu'on pouvait trouver dans Persépolis, qu'avait soulevé Marjane Satrapi, il y avait quand même des choses nouvelles. Il y avait aussi le fait de se dire, tiens, l'histoire de l'Iran, elle n'a pas bougé en fait depuis 20 ans. Et puis là, on s'en rend bien compte encore avec les événements qui se passent en Iran aujourd'hui. Elle n'a encore pas bougé. La situation des femmes reste la même. La situation économique pour les jeunes gens est extrêmement compliquée. Donc voilà, c'est aussi ça qu'on essaie de discuter avec les auteurs et que moi j'ai compris en tant qu'auteur aussi quand je suis dans une autre maison d'édition, c'est apprenons à parler de nos livres, de nos projets. C'est important pour un éditeur qui en voit plein. Nous, on en voit très peu, finalement, chez Jargy, des projets. Mais quand on va chez Delcourt, Dargaud ou Dupuis, des projets, ils en voient passer plusieurs dizaines par jour, parfois, et plusieurs centaines par mois. Bah, forcément, ils passent à côté de certains trucs. Donc, il faut être capable, en tant qu'auteur, de synthétiser un peu son propos et de se vendre. C'est un bien vilain mot. Mais en tout cas, vendre son projet le mieux possible. Par exemple, chez Jargil, toi, tu as fait les aventures de la librairie introuvable avec ton complice. Là, ça a été un peu un terrain d'expérimentation pour proposer d'autres projets à de gros éditeurs. Ça m'a surtout appris à dessiner, à raconter une histoire, parce qu'on voulait être dans un genre qui est un genre un peu qui ressemblait aux bandes dessinées que j'aimais bien quand j'étais enfant, c'est-à-dire 2 héros, 2 personnages qui sont des libraires et qui enquêtent chaque fois sur un livre. Et ça m'a déjà appris à dessiner, ça m'a appris à raconter une histoire, ça a appris à Alep aussi à développer des dialogues. Alors, on en a parlé il n'y a pas longtemps en plus avec Alep, sans cette série-là, tout Jargy n'aurait pas existé, parce que c'est cette série-là qui nous a amené assez d'argent pour publier d'autres bouquins derrière. Donc sans cette série-là, il n'y aurait pas Jargy, mais sans cette série-là, je n'existerais pas en tant qu'auteur. Je l'ai fait dans des conditions absolument parfaites. J'ai choisi mon format, je faisais mes couleurs, on discutait de l'histoire ensemble avec Alep. Je parlais d'un sujet que j'adorais. J'adore fouiner dans les librairies, les bouquineries pour trouver des trucs rares. Donc c'était tout le fond de cette série. Et puis voilà, je continue à faire un tome de temps en temps. On va sortir un album qui s'appelle L'Affaire Chaland, qui est en lien avec Yves Chaland, qui est un auteur de bande dessinée qui est mort prématurément dans les années 90, mais qui est hyper reconnu par pas mal d'auteurs de BD, moins par le grand public aujourd'hui parce qu'il n'y a pas de nouveauté. Je continue à faire de temps en temps un album parce que ça m'amuse aussi et que c'est pas financièrement, ça change rien à ma vie, mais ça m'amuse d'aller faire des petits albums comme ça chez Jargy. Voilà, c'est vraiment là que j'ai appris mon métier. Tu as déjà un peu parlé de Love Story à l'iranienne, hein, donc c'est un travail d'après les investigations d'un couple, d'un duo de journalistes sur donc l'amour, le mariage en Iran. Ça, c'est quand même un livre qui a aussi changé ta carrière d'auteur, puisque tu l'as proposé chez Delcourt. Il a été 2016, il a eu beaucoup de visibilité. Oui, absolument. C'est un livre qui a changé ma vie d'auteur totalement. Voilà, j'étais chez Jargy, comme n'importe quel auteur qu'on publie aujourd'hui. Les tirages n'étaient pas non plus extraordinaires. J'étais obligé de travailler à côté, mais dans le dessin, je faisais des choses plus alimentaires en dessin pour faire bouillir la marmite, quoi. Puis j'avais des enfants, donc voilà. J'étais dans une situation économique compliquée. Et puis m'arrive ce projet, mais alors par un biais tout à fait original, c'est qu'il y a un dessinateur de bande dessinée qui s'appelle... Voilà, je suis en train d'oublier son nom, je suis désolé, j'ai un trou de mémoire là tout à coup, qui a fait Kaboul Disco, Nicolas Wild. Nicolas Wild publie sur Facebook un petit message disant « J'ai 2 amis journalistes qui cherchent un dessinateur pour un projet ». J'étais en train de travailler sur autre chose et je sais pas... alors ça c'est pour... c'est si on faisait un film un jour, mais tout à coup je me suis dit « Ah, mais il faut que tu saches de quoi ça parle ». Et donc j'ai envoyé un message à Nicolas qui m'a mis en contact avec ces 2 journalistes. Et bon, c'est des journalistes d'investigation qui sont sur des terrains compliqués, parfois avec beaucoup de dangers. Donc ils ont pris beaucoup de précautions à me répondre. Mais finalement, au bout de 3 ou 4 mails, quand même, 3 ou 4 jours, j'ai compris que ça parlait d'Iran. J'ai compris qu'ils avaient passé 4 ans sur place à interviewer de manière clandestine des couples, des jeunes gens sur qu'est-ce que c'est que d'être un couple en Iran, comment on se rencontre, comment on flirte, comment on couche ensemble, quand on n'a pas d'endroit pour ça. Et je me suis dit, mais c'est génial, en fait. Personne n'a jamais raconté ça. Et puis, en plus, leur travail, eux, de journalistes, il est hyper important. Il faut que ça existe. Bon, j'avais pas beaucoup de moyens de les convaincre parce que j'avais pas fait suffisamment de choses pour dire, regardez, carte sur table, voilà ce que j'ai fait. Les petits albums que j'avais faits, je considérais que c'était pas assez convaincant. Donc, je leur ai dit, envoyez-moi un portrait entier.
Et moi, je vais le mettre en image. Mais eux, ils n'avaient jamais bossé avec un auteur de BD. Ils pensaient que 3 ou 4 jours après, j'allais leur envoyer 10 pages. Donc j'ai mis quand même 1 mois et demi pour faire une quinzaine de pages. J'ai bossé vraiment comme, voilà, comme jamais j'avais bossé, parce que je sentais qu'il y avait un truc là important. J'ai fait les 15 pages. Entre-temps, ils étaient allés voir plein d'autres dessinateurs qui avaient fait aussi des essais. Et les 15 pages les ont convaincus. Et on a fait encore un autre portrait, tous les 3 ensemble, pour bien apprendre à travailler. Parce que quand on travaille avec des gens comme ça, ce n'est pas des vrais scénaristes. Ce n'est pas péjoratif, hein, ce que je veux dire, mais tout était à faire. C'est-à-dire je recevais simplement un témoignage. Il fallait en tirer quelque chose pour en faire une histoire, pour que ça soit... voilà. En plus, je ne connaissais pas l'Iran, donc il y avait tout un tas de recherches à faire documentaires. Et on est allé voir Delcourt avec ce projet-là. Et... Ah, je peux aussi raconter une anecdote si tu me permets 30 secondes, mais ça expliquera aussi comment ça fonctionne quand on est jeune auteur. Moi, j'ai commencé par envoyer mon projet par la poste, comme on nous apprend, quoi, comme tout le monde fait. Hein. On envoie son projet à une adresse, Delcourt @ machin. Voilà, puis c'était au mois de juin, j'attends, juillet, j'attends, août. Je me dis, août, ils sont peut-être en vacances, tout ça, ils ne te répondent pas. Et je croyais vraiment au projet. Hein. Je trouvais qu'il avait vraiment du sens, ce projet. Et je trouvais que j'avais bien fait mon boulot en plus. Septembre, rien. Je me dis, c'est mort, quoi. Donc je me dis, je vais peut-être essayer d'envoyer ailleurs. Et puis je trouve qu'en septembre, quelqu'un de chez Delcourt, l'éditrice que je vais avoir, Sophie Chedru, m'appelle pour me proposer autre chose. Parce que je l'avais rencontré quelques temps auparavant dans un autre cadre. Et je lui dis, mais t'as pas lu le projet que je t'ai envoyé? Et elle me dit, quel projet? Je ne l'ai pas vu. Et en fait, il était arrivé dans la poste de Delcourt, enfin dans la boîte mail de Delcourt, mais j'ai compris après que c'était pas aussi facilement dispatché, quoi. Donc, c'est aussi intéressant pour un jeune auteur de savoir ça, que voilà, là, il y a des éditeurs à Quai des Bulles, il y en a aussi à Angoulême. C'est parfois intéressant de prendre son courage à deux mains. C'est pas facile. S'amener avec son petit carton et ses petites planches, ou sa petite clé USB, ou son petit dossier, et d'aller frapper à la porte et de dire voilà, je vous ai envoyé ça il y a 3 jours, ou il y a une semaine, ou il y a un mois, et voilà, c'est ça. Est-ce qu'on pourrait prendre 2 minutes autour d'un café, autour d'une table, pour en discuter? C'est hyper important. Le projet, si j'en étais resté à mon envoi par mail, il n'aurait jamais vu le jour. Voilà, il s'est fait aussi pour cette raison-là. Qu'est-ce que tu as appris en fait en travaillant avec Delcourt, cette première collaboration avec un éditeur classique, Page Argile en tout cas? C'est un peu étrange, mais j'avais beaucoup d'appréhension parce que je pensais que j'allais avoir la tête de l'éditeur au-dessus de ma table de travail et qu'il allait me dire ouh là là, tu crois là? Et puis en fait, pas du tout. J'ai travaillé dans des conditions mais vraiment excellentes où tout le monde sentait que le projet avait du potentiel. J'ai travaillé entre 2014 et 2015. Il est sorti en 2016. En 2015, j'ai eu les attentats de Charlie Hebdo. J'étais en train de faire la couverture de l'album. Donc ça a donné aussi un ton à cet album, de se dire, tiens, on peut aussi mourir pour un dessin. Donc peut-être que ce qu'on dit, il faut faire aussi attention à ce qu'on raconte. Pas à ce qu'on raconte, pas au contenu, parce qu'il était hors de question d'édulcorer le contenu, mais de dire, trouvons les bons mots justes pour dire les choses. Comme je faisais la couverture, par exemple, j'ai changé l'idée que j'avais de couverture, parce que j'étais rentré, je m'étais dit, oh là là, on va leur en mettre plein la vue sur la couverture, on va être assez agressif sur la couverture. Et finalement, c'était la semaine des attentats de Charlie, j'ai posé mon crayon, et une semaine après, en revenant à ma table à dessin, en regardant mes essais de couverture, je me suis dit, non, en fait, il n'y a pas besoin de surligner, quoi. On n'a pas besoin de griffer le papier, là, on vient de se ramasser un bon coup dans la figure. Nous, les dessinateurs, mais aussi l'ensemble des gens qui étaient sensibles à tout ça. Faisons autrement. Donc j'ai vraiment travaillé dans des conditions excellentes chez Delcourt. On nous a laissé faire le livre qu'on voulait faire. Je pense que j'ai fait le livre que j'aurais fait chez Jargy, exactement. Évidemment, pas avec les mêmes conditions financières, pas avec les mêmes conditions de distribution, pas avec le même accompagnement derrière. Le livre a vécu 1 an en étant régulièrement réédité. Donc on était à 10 000, 12 000 exemplaires, ce qui, pour un premier album, moi qui venais de tirage de 2 000, presque 3 000, ouais, on était à 12 000. Et au mois de janvier suivant, 1 an après la sortie du livre, on a eu le prix France Info de la BD de reportage. Et là, on est reparti pour 1 an de tournées, de rencontres. Ça a reboosté le livre quasiment de 10 000 exemplaires aussi. Donc c'était un vrai succès à la fois. Et c'était super pour Delcourt. On est content quand on est auteur et qu'on vend des bouquins parce que ça permet
de s'asseoir, mais ça m'a permis aussi de faire des livres derrière. Je ne sais pas si je brûle ta question suivante, mais ça m'a aussi donné une liberté. Moi, c'est ça qui m'intéresse, en fait, dans ce métier. C'est la liberté de raconter ce qu'on a envie de raconter, de passer de l'Iran à l'Algérie, à faire un album plus confidentiel chez Georgie, à faire un album érotique aussi. Je me suis permis ça parce que je faisais des albums qui étaient tous un peu lourds, guerre d'Algérie, Iran. J'avais envie de faire aussi un album, une vraie histoire, voilà, une vraie histoire d'amour sexuelle, parce que bon, on prend pas le café enfin on peut, on a aussi le droit de prendre un café, mais en l'occurrence ces deux personnages-là, ils avaient plutôt envie de quitter leurs habits et de coucher ensemble. Donc l'idée c'est de faire une histoire frontale, explicite au niveau des images, mais qui soit une vraie histoire d'amour. Voilà, une vraie histoire de passion dévorante. Voilà, j'ai fait ça en rencontrant aussi là par hasard quelqu'un. Je voulais une coécriture parce que je pouvais bien me mettre dans la tête d'un homme assez facilement, mais j'osais pas me mettre dans la tête d'une femme. Et je trouvais ça plus intéressant qu'une femme raconte la partie féminine de cet album et que moi j'en raconte la partie masculine. Et là aussi, Delcourt nous a laissé faire. On est quand même arrivé avec un projet en disant voilà ce qu'on veut faire. En fait, j'ai vaguement écrit un embryon de scénario, des points par lesquels je veux passer. J'avais fait quelques planches dessinées. Il y aura 2 styles de dessin. J'ai dessiné de 2 manières différentes. Et avec Sandrine Saint-Marc, donc, qui est la co-autrice pour La Peau, on va travailler en ping-pong. C'est-à-dire je vais dessiner une scène, je vais lui l'envoyer. Elle me fera sa réponse écrite, puisqu'elle n'est pas dessinatrice. Je vais la dessiner, je dessinerai la mienne, etc. etc. Et j'ai des cours, voilà, ils ont dit, bah oui, d'abord le projet est hyper intéressant, personne n'a jamais fait ça en érotisme, de faire un double point de vue comme ça, de faire un double point de vue de dessin aussi. Et voilà, on vous laisse faire. Donc c'est aussi ça qui est le succès, entre guillemets, pardon, mais ça permet aussi ça, cette liberté-là de faire des choses plus expérimentales. C'est pas un album qu'on a vendu énormément, mais on doit être autour de 8 ou 9 000 exemplaires, ce qui, pour un projet érotique, plutôt bien. Et il trouve une nouvelle vie aujourd'hui dans la collection Hachette, là, des chefs-d'œuvre de la bande dessinée érotique. Donc je me retrouve à côté de grands noms de la bande dessinée comme Manara, Crépax et tant d'autres. Donc c'est super agréable. Voilà. Est-ce que ton expérience au sein de Jargil te permet aussi de poser à tes éditeurs des questions précises sur la mise en place, le tirage, sur le papier? Est-ce que j'imagine que ton regard est plus éclairé que celui d'un auteur lambda? Oui, et puis alors, moi je dis toujours, je ne suis pas juriste et je ne suis pas comptable. Donc quand on reçoit un relevé de vente, bien malin celui qui peut comprendre ce qui est marqué dessus. Hein. Quand on commence à avoir plusieurs albums, c'est parfois des relevés de vente qui font 6-7 pages avec des chiffres, des dates, des machins. Ben moi, je ne suis pas plus intelligent qu'un autre et je ne suis pas plus bête qu'un autre, mais par contre, j'ai un téléphone et j'ai un interlocuteur chez l'éditeur. Je reçois mon relevé de vente, je prends mon téléphone, j'envoie un petit mail avant, je dis quel jour je peux t'appeler sans te déranger. Et je l'appelle et je lui dis explique-moi, là je ne comprends pas. Là, il y a marqué vente, temps. Retour temps, pilon temps, explique-moi. Et c'est ce que je dis aux auteurs. Je leur dis, mais voilà, vous avez des interlocuteurs. Ce qu'on fait chez Jargil, c'est ça, c'est chaque fois qu'un auteur nous pose une question sur n'importe quel sujet, on lui répond. On trouve le moyen de lui faire comprendre le fonctionnement de tout ça. Parce que moi, je ne m'interdis pas d'aller poser des questions aux éditeurs et d'essayer de comprendre comment ça fonctionne. On est en train de faire ça là, pour Love Story, pas pour surfer sur l'actualité, mais l'album... forcément, il a 6 ans, donc on en vend une centaine par an aujourd'hui, ce qui est très peu, mais on se dit que c'est peut-être intéressant de rajouter un chapitre à Love Story, et ce chapitre, il dirait ce qui s'est passé depuis 6 ans, et pourquoi on en est dans cette situation-là aujourd'hui de jeunes femmes qui descendent dans la rue, de réseaux sociaux qui s'enflamment autour de cette question du voile, des cheveux, de la présence féminine dans la rue iranienne. Ça peut être intéressant. Donc je suis allé voir l'éditeur. Là, j'avais un rendez-vous avec l'éditeur de Love Story pour lui dire qu'est-ce qu'on peut faire, qu'est-ce qui serait intéressant de faire. Donc ton activité d'éditeur est bénévole, ton activité d'auteur, voilà, et tu es payé. Mais comment tu partages ton temps en fait entre cette double casquette Alors si je suis tout à fait honnête, je suis beaucoup moins de projets que mon collègue Alep. C'est lui qui suit les projets. Mais par exemple, là, je suis une fournée j'ai une petite collection qui s'appelle Soubok. Donc là, c'est plutôt moi qui suis à l'initiative de cette dernière fournée. Donc là, j'ai voulu faire venir
je crois qu'il y a un jeune auteur dans la collection, et puis j'ai fait venir pas mal de potes auteurs confirmés pour venir grossir la collection et qui sont vraiment prêtés au jeu pour faire une petite histoire. Donc là, voilà, je partage mon temps comme ça, en décidant d'un projet. Voilà, je vais suivre un projet cette année qui s'appelle Terminus Pogo, d'un auteur qui s'appelle Ulrich, qu'on a pas mal publié, mais qui a du mal à trouver sa place chez un gros éditeur, donc qui est revenu avec ce projet sur les punks dans les années 80. Donc en plus, c'est une période que je connais bien. J'ai fait pas mal de concerts à cette époque-là. Et voilà, on a ce truc en commun. Et donc pour moi, c'est facile de suivre ce projet et de le conseiller. Bon, c'est déjà un auteur assez confirmé, donc j'ai pas grand-chose à faire. Mais on va essayer de beaucoup travailler la couverture, par exemple. Je vais faire retravailler le début. Parce que je trouvais qu'on rentrait lentement dans son récit. Et voilà, on a changé ça au début. J'essaye de choisir un projet, et Alep en suit quand même plus que moi, au moins 2 ou 3. Mais on a un droit de regard tous les deux. On se sert l'un de l'autre comme partenaire, en tout cas comme nouvel œil, quoi. Et on voit quand même que dans les projets que tu publies ailleurs, tu t'associes souvent à des auteurs que tu as publiés chez Jargil. Oui. Il y a par exemple Gilles Rochier avec qui tu as fait un pacte chez Casterman, il y a Swan Mirali qui t'a fait appeler d'Algérie chez Marabule. Comment ça se passe en fait? C'est qu'ensemble vous vous dites, bah, tiens, on peut faire peut-être un projet ailleurs. Oui, là aussi, c'est toujours des histoires de hasard. Hein. Je me retrouve assis à une fête du livre à Saint-Étienne à côté de Gilles Rochier. Je connais très mal son travail parce qu'à l'époque, il n'a pas fait ce formidable album que je vous invite à lire qui s'appelle TMLP. Je dis que l'acronyme parce que c'est ta mère la pute, le titre. Il parle de banlieue. C'est quelqu'un qui a vécu en banlieue qui vit encore en banlieue aujourd'hui. Il sait exactement de quoi il parle aujourd'hui quand il parle de tout ça. Et c'est vraiment quelqu'un... moi, j'ai besoin de travailler avec des gens dont j'aime bien l'univers et dont j'aime bien la personne. Voilà, je mal à m'associer à quelqu'un qui serait loin comme ça, qui m'enverrait son scénario et démerde-toi et on se revoit dans un an une fois que les 140 pages sont finies. J'ai besoin aussi d'échanger comme ça régulièrement avec l'auteur avec qui je travaille. Donc Gilles, ça s'est fait comme ça. On était assis côte à côte, on était allés bouffer ensemble et au final, au dessert, on s'est dit... faut qu'on fasse un truc ensemble un jour. Mais il s'est passé 10 ans avant qu'on arrive à trouver le bon créneau, la bonne histoire, le truc qui fasse que tous les deux, on a envie de passer un an côte à côte. Et Swan, c'est un peu différent. Swan, il nous avait apporté 2 projets. Un projet avec Ulrich, justement. Et je venais de faire Love Story à l'iranienne. Et il m'avait apporté un projet qui était un tout petit peu différent de ce qu'on a fait avec Algérienne, qui était un projet de portrait comme ça d'Algérienne pendant la guerre. Et je lui ai dit, je ne veux pas faire la même chose. Le projet m'intéresse beaucoup parce que c'est la guerre d'Algérie, mais c'est un prisme inversé, en fait. C'est une guerre très masculine, la guerre d'Algérie. Côté français, c'était uniquement des appelés. Côté FLN, il y avait quand même beaucoup de combattants masculins. Mais il y avait quand même des femmes dans cette guerre qui ont porté des armes, qui ont posé des bombes aussi, dans les cafés, notamment à Alger. Et c'était intéressant de renverser ce prisme, de raconter cette guerre du côté féminin. Mais on en a fait une fiction. Voilà, on a cassé le côté documentaire qu'il pouvait y avoir sur le projet de départ. Et on en a fait une fiction. Et c'est devenu beaucoup plus riche. Le fait que ce soit une fiction est devenu beaucoup plus riche, en fait. Ça a permis d'avoir plein de points de vue différents et de faire comprendre cette guerre par ses points de vue. Parce que c'est avant tout une guerre... je fais un drôle d'oxymore en disant ça, mais c'est une guerre humaine. C'est-à-dire on ne peut la comprendre, cette guerre d'Algérie, que quand on comprend les humains qui ont participé. Des deux côtés. C'est pas une guerre de front. Il n'y a pas la grande bataille ou le combat il y a la bataille d'Alger, c'est vrai, mais c'est un tout petit morceau de ces 8 ans de guerre. Donc c'était intéressant de passer par les humains, par les témoignages, par ce qui était raconté, par les travaux des historiens aussi. Donc on a fait Algérienne sans penser qu'on ferait appeler d'Algérie derrière, mais c'est aussi un album qui a bien marché, parce que la guerre d'Algérie, c'est un sujet qui intéresse les gens, qui ont envie de comprendre. Il y a beaucoup de gens dans la société française qui ont eu un oncle, un cousin, un grand-père, un père qui ont fait la guerre d'Algérie. Beaucoup de gens qui viennent d'Algérie aussi, parce que côté algérien aussi, on avait beaucoup de questions. Et donc on a fait appeler d'Algérie derrière, à la suite de toutes ces rencontres, de tous ces moments où derrière une table, quelqu'un nous racontait des histoires où on se disait, mais ouf, ça ferait un album, il y a quelque chose à raconter là. Toi, tu refuses les travaux de commande. Tu veux des projets qui t'engagent, qui reflètent tes engagements aussi.
Oui, alors ça peut arriver qu'on m'appelle pour quelque chose, qu'on me dise tiens, j'ai ce sujet-là, est-ce que ça peut t'intéresser? Donc c'est en train de m'arriver. Là, j'ai un projet qui va naître aux arènes où je suis parti avec une journaliste que je ne connaissais pas. On est parti à Tel Aviv, Ramallah, Naplouse, Jérusalem pour raconter les relations. On va raconter les relations amoureuses israélo-palestiniennes, parce qu'on peut construire tous les murs qu'on veut, mettre des barbelés partout, faire une politique d'oppression. Si les gens ont envie de s'aimer, ils s'aiment, quelle que soit leur obédience religieuse ou politique ou ce qu'on veut. Et c'est hyper intéressant de raconter ça parce que c'est comme ça que j'aime les projets. On m'aurait proposé un projet frontal sur le conflit israélo-palestinien. Bon, j'aime bien les coups de bâton, mais quand même, si je peux m'en passer, c'est mieux. Et là, pour le coup, on va raconter le conflit israélo-palestinien. Mais on va le raconter par le biais de ces couples. Qu'est-ce que c'est que d'être un couple dans un... Comment on avait fait pour l'Iran? Qu'est-ce que c'est que d'être un couple en Iran quand l'homme et la femme sont séparés, quand la femme a des règles vestimentaires très précises? Et là, qu'est-ce que c'est que d'être un couple dans un pays où il y a un mur qui sépare, où les conditions de vie ne sont pas les mêmes, où la politique s'invite dans votre lit, finalement, dans le lit des protagonistes. Alors, il n'y aura pas que des histoires de couple, puisqu'on va aussi raconter l'histoire d'un jeune homo à Gaza. Donc déjà, vivre à Gaza, ce n'est pas la panacée du monde, mais en plus, quand on est homo, il y a une barrière supplémentaire, quoi. Il y a une strate supplémentaire, plutôt. Donc voilà, c'est ça qui m'intéresse. Là, pour le coup, ce n'est pas un bouquin de commande, parce que j'aurais pu dire non, quel que soit le sujet, mais l'éditeur est venu me voir en me disant « Je pense que c'est pour toi, je pense que ça peut t'intéresser. » Et en plus, si tu dis oui, on t'envoie en Israël et Palestine. Donc c'était aussi un argument pour me faire dire oui, mais le projet m'intéressait même sans le voyage. Là, c'est donc un album une BD qui va paraître chez Les Arènes, Ouais. appelé d'Algérie, c'est Marabule, Delcourt, Casterman. En fait, comment tu proposes, pourquoi tu proposes à tel éditeur un sujet particulier? En fait, comment ça se passe? Tu aurais pu peut-être proposer tout à Delcourt ou et ça s'est pas passé comme ça, quoi. Honnêtement, moi j'ai aussi découvert comment ça fonctionnait. J'ai fait Love Story à l'iranienne. J'espère qu'il n'y a pas de gens de chez Delcourt dans la salle, mais bon, tant pis. Ils le savent, ce que je pense, de toute façon. J'ai fait Love Story à l'iranienne. On fait un succès de vente, quand même. Hein. Je veux dire, on était à 15 000, on est à plus de 20 000 aujourd'hui. Et j'arrive avec Algérienne derrière, qui était le projet qu'on a fait chez Marabule. Et chez Delcourt, on me dit, on vient déjà de faire un bouquin sur l'Algérie, on ne veut pas en faire un deuxième. J'ai dit, ok les gars, tant pis quoi, enfin tant pis pour vous surtout, parce que je pense qu'un projet comme ça, avec ce qui venait de m'arriver, j'aurais pas de problème pour le placer. Bon, je pense qu'ils se mordent un peu les doigts aujourd'hui, mais je pense que si on m'avait dit oui chez Delcourt pour Algérienne, j'aurais peut-être fait tous mes livres chez Delcourt derrière, parce qu'ils avaient une cohérence aussi à exister chez Delcourt. J'ai fait Pour la peau chez Delcourt longtemps après, donc... comme j'avais fait Algérienne chez Marabule, je fais appeler chez Marabule, c'est logique. Je ne m'interdis pas de refaire un livre chez Delcourt un jour si la rencontre se fait, si le sujet s'y prête. Les arènes, c'est les arènes qui m'apportent le projet sur Israël-Palestine, donc je ne peux pas le proposer ailleurs. Casterman, c'est aussi un truc de l'enfance, parce que Gilles avait déjà publié un peu chez Casterman, et puis moi, quand j'étais gamin, je lisais Tintin, et je ne savais pas qui était Hergé, je savais pas, mais par contre, je voyais Casterman en bas, et ça me fascinait ce mot Casterman. Et vraiment, l'idée qu'on me propose de faire un bouquin chez Casterman, c'était... je suis rentré à la maison, j'ai dit à mes enfants, je vais faire un bouquin chez Casterman. Et ils m'ont dit, oui, qu'est-ce qu'il y a papa, t'as de la fière et tout. J'étais hyper content de faire un livre chez Casterman. En plus, c'est une chouette expérience éditoriale. Ça m'a appris beaucoup aussi, là, pour le coup, alors que c'est mon Xème bouquin. Et en quoi ça t'a appris? Parce que c'était pas très confortable. Donc c'est pas mal d'être un peu dans l'inconfort. Je sentais qu'il y avait des attentes autour de ce livre-là et qui n'étaient pas forcément celles que moi j'avais. Que pour une fois, j'ai bossé avec... je dis pour une fois, en général, je propose mes couvertures. C'est moi qui impose mes couvertures. Et que là, Eladi, le graphiste de Casterman, a reçu toutes mes propositions de couverture. Et puis, je n'avais pas de réponse. Ce qui est un peu flippant quand on est auteur, quand l'éditeur ne vous répond pas tout de suite. C'est aussi un truc que j'ai appris, par exemple, que quand un auteur vous envoie un mail, il faut essayer de répondre assez vite parce que derrière lui, l'horloge ne tourne pas à la même vitesse que pour nous.
Donc je n'obtenais pas de réponse pour mes propositions de couverture. Donc j'ai renvoyé un petit mail en disant mais qu'est-ce qui se passe, ça va pas. Il m'a dit écoute, on réfléchit et on va te proposer quelque chose. Et là je me suis dit oulala, oui, ça j'aime pas du tout quoi. Et il m'a préparé, hein, il a dit. Il m'a appelé, il m'a dit voilà, là j'ai préparé le mail, je vais faire envoyer, mais on discute un peu avant. Il m'a dit voilà, j'ai regardé toutes tes couvertures, tout ce que tu as fait depuis le début, et j'ai envie de te proposer quelque chose que tu n'as pas fait, pour différencier ce projet des autres. Et en plus, on sait que tu aimes bien la sérigraphie, que tu aimes bien les images. On va l'imprimer en 3 couleurs. Vous regardez sur la couverture Impact, il y a 3 couleurs. Il y a le noir, le bleu et le rouge. C'est imprimé comme une sérigraphie. En général, on imprime en quadrichromie. Hein. Le bleu, il se fait avec un mélange de plusieurs couleurs, le rouge aussi. Moi, j'ai dit, bah, écoute, envoie-moi ta proposition, on va voir. J'étais un peu froid, comme ça, un peu distant, en me disant, je pense que je vais refuser. Et en fait, il avait fait un montage avec de la photo pour les arbres. Il avait découpé mon personnage. On ne le voyait pas en entier dans une case, donc il avait dessiné les pieds. Il avait fait un espèce de graphisme. Mais il avait travaillé le titre comme ça, avec nos 2 noms. Il avait fait la mise en page qui ressemblait quand même pas mal à celle-ci. Et franchement, j'ai ouvert le fichier, j'ai fait, mais en fait, il a raison. Et comme quoi, voilà, il faut aussi écouter son éditeur. Des fois, il peut avoir un recul, un regard qui n'est pas celui qu'on a nous, parce qu'on a le nez sur le truc et qu'on veut quelque chose. J'ai refait le dessin, j'ai retravaillé tout ça, je l'ai mis à ma sauce, évidemment, mais c'est très, très proche de sa maquette de base. Et ça m'a appris quelque chose. Voilà, je me suis dit, mais oui, il faut aussi écouter, les auteurs. Évidemment, moi, quand je suis éditeur, j'écoute les auteurs. Mais il faut aussi apprendre aux auteurs à écouter parfois l'éditeur. L'éditeur, il peut avoir un bon avis. Mais il m'avait averti, il m'a dit, bah, si tu me dis non, on trouvera une autre solution, on réfléchira. Voilà, c'est pas non plus, c'était pas le coup près qui tombait. C'est intéressant de bosser dans plein de structures différentes, parce que d'abord, on apprend à travailler différemment. Parce que l'inconfort de changer de structure fait aussi qu'on ne s'endort pas, voilà, avec son éditeur avec qui on travaille depuis X années. Voilà, on lui apporte un projet, il est content, on sait que ça marche moyennement. C'est bien de changer. Voilà. J'en discute souvent avec d'autres auteurs. Moi, j'incite un peu à ça quand même, à dire va un peu voir comment l'herbe pousse ailleurs aussi. Ça peut être bien. D'abord, financièrement, ça peut être intéressant aussi, voilà, d'aller dire tiens, je vais faire un livre ailleurs. Tu vois, quand tu as un projet, tu sollicites plusieurs éditeurs en même temps parfois, en essayant de faire un peu, je sais pas, monter les enchères, ou c'est possible? Non, c'est arrivé pour Impact, par exemple. Pour Impact, on avait 3 éditeurs possibles. Mais bah voilà, c'est ce que j'ai dit, quoi. Casterman me faisait envie. C'était pas la meilleure proposition financière, par exemple. Je pense que la proposition financière chez Delcourt aurait été plus intéressante. Mais il y avait cette idée de bosser chez Casterman. Voilà. C'est pas toujours l'argent peut être un moteur. Hein. C'est un métier compliqué, précaire. On passe beaucoup de temps sur un album. Je vais pas faire pleurer dans les chaumières, mais on gagne pas hyper bien notre vie non plus. Donc c'est intéressant quand le contrat est à l'avenant, mais c'est pas toujours une décision motivée par ça, quoi. Là, vraiment l'idée de faire un album chez Casterman me plaisait, et je pouvais m'asseoir sur une petite différence financière entre Delcourt et Casterman. Tu as parlé tout à l'heure, tu as mentionné Chaland, Hergé, c'est ça qui a une grande lisibilité dans ton graphisme qu'on pourrait quand même un peu assimiler à la ligne claire, même si c'est peut-être un peu caricatural, mais je ne sais pas comment tu vois. Non, j'ai pas honte de ça en plus. Moi, j'ai été biberonné à ça enfant, et après, j'aime des auteurs très très différents. Aujourd'hui, j'ai cette capacité à aimer des graphismes qui sont très très éloignés du mien, et j'aime beaucoup J'aime beaucoup arriver à être très très lisible dans un dessin, et avec une sorte d'économie de moyens, faire bouger les personnages, jouer beaucoup sur la couleur. Je travaille toujours la mise en scène, en fait. Quel que soit le scénariste avec qui je travaille, il n'y a pas de découpage préalable, il n'y a pas d'indication trop précise. Je demande un déroulé du récit avec du dialogue. Voilà, et c'est moi qui fais la mise en scène. C'est moi qui décide que ça va faire 1 page, 2 pages, 10 pages. Voilà, ça peut m'arriver avec Swan, avec qui j'ai beaucoup travaillé, par exemple, de lui dire écoute, là, c'est chiant parce que la scène, elle tombe, elle se termine à gauche, et ça serait bien qu'elle se termine à droite. Donc, essayons de rajouter un peu de matière. Essayons de trouver ce qu'on pourrait rajouter, ce qui manque. Voilà, pour qu'on tourne la page. Je suis dans cette culture-là où je pense qu'un récit, notre travail d'auteur, c'est aussi de générer le temps qu'on passe sur un récit, c'est-à-dire
de calculer les effets, voilà, les effets de tour de page, les effets de grande image, de jouer sur tout ça, quoi, d'être metteur en scène. Et je milite aussi pour un autre truc que je trouve important, que je n'ai pas obtenu chez Casterman, par exemple. Que les deux noms soient sur la couverture, et ça évidemment, mais qu'il n'y ait pas de mention dessin de Lupi et scénario soit de Merali ou... parce que à la fin, je veux dire, j'ai beau inventer beaucoup en tant que dessinateur, j'invente jamais qu'un personnage que le scénariste a pensé. Quand il me dit le personnage a 35-40 ans, il est blond, il est mal rasé, voilà, déjà, je ne vais pas le faire brun, cheveux longs. Voilà, déjà, il a défini le personnage. Moi, je vais le définir autrement, graphiquement. Moi, je vais intervenir sur la mise en scène, mais lui, il va écrire les dialogues, il va donner quelque chose de la voix. Je vais faire de la couleur, mais lui, il va donner une amplitude de récit, il va faire des recherches historiques quand c'est un sujet historique. Moi, je veux pas ça, quoi. Je comprends hein, qu'on différencie un scénariste et un dessinateur, mais moi, je travaille avec mes scénaristes toute l'année, tout le temps où je suis sur le bouquin, jusqu'à la dernière page. Et tant que le bouquin n'est pas chez l'imprimeur, on peut encore changer un truc. On est auteurs tous les deux. Ce qui serait bien, c'est qu'ils soient payés à la même hauteur que nous. Il y a toujours une grosse différence. Ouais. C'est 3/4, 1/4 à peu près sur la Valoire. Ça serait bien qu'ils soient payés un peu plus, même s'ils font parfois beaucoup d'histoires par an. Qu'il y ait cet équilibre-là, on défend le livre tous les deux. Ça serait bien que dans les salons, c'est le cas dans celui de Saint-Malo, les scénaristes soient invités. Ils auront autant à dire qu'un dessinateur. Moi, je parle des histoires. C'est pas moi qui ai écrit l'histoire la plupart du temps. Même si j'y ai participé, je suis qu'un maillon de ce truc-là. Donc voilà, c'est le genre de truc sur lesquels je milite un peu aussi. Et par exemple, pour Impact, Gilles Rocher est aussi auteur, dessinateur. Donc ça a été facile pour lui de ne pas découper, justement, de t'envoyer quasi une nouvelle ou un roman. Alors, il m'avait déjà envoyé un projet entièrement découpé, mais entièrement, qui s'appelait Mauvaise Raison. Et je reçois ce projet, c'était quelques années après qu'on se rencontre. J'étais super enthousiaste de bosser enfin avec Gilles Rocher, puisqu'on s'était dit ça donc, autour d'une table, ce que j'ai raconté tout à l'heure. Et puis je reçois le projet, je commence à travailler dessus. Et en fait, je voyais les images de Gilles, je voyais son travail. Et je me disais, mais qu'est-ce que je vais apporter, moi, de plus ? Je n'arrivais pas à sortir, en fait, du rythme qu'il avait. Il a un rythme très particulier, Gilles, hein, dans sa manière de raconter les histoires. Des cadrages aussi très particuliers. J'arrivais absolument pas à en sortir. Au bout de quelques semaines, je lui ai dit, écoute, je suis vraiment désolé, mais j'y arrive pas, en fait. J'arrive pas à faire ce projet-là avec toi. Je lui ai dit, moi, j'ai pas l'habitude de travailler comme ça. J'ai l'habitude qu'on me file un déroulé de dialogue, quelques indications scéniques quand même pour que je comprenne. Hein, s'ils ouvrent une porte de voiture, il faut que je sache qu'ils sont dans la voiture. Mais vraiment pas plus que ça. Pas de case 1, le personnage est de dos, il avance, il fait jour. Voilà, tout ça, je veux pas, quoi. C'est à moi de l'inventer, tout ça. Donc, il a remballé son scénario et on était bien désolés tous les deux. Et quand il est revenu avec Impact, il avait compris et il m'a donné le déroulé. Alors, en fait, il m'a donné 2 scénarios. Il m'a donné un scénario, c'est une histoire double, Impact. Hein, je vous le fais si vous ne l'avez pas lu. C'est l'histoire de Jean, d'un côté, qui est en fin de vie, dans un hôpital, et qui raconte son histoire à Marcel, un copain en fauteuil roulant. Ils sont dehors, ils fument leur clope à l'arrière de l'hôpital pour ne pas se faire trop voir des infirmières. Et Jean raconte son histoire. Et parallèlement à ça, on a Danny, un jeune type entre 35 et 40 ans, un peu marlou. Première scène, il discute avec son avocat, donc on sent que son devenir n'est pas très heureux. Et lui, il raconte et son avocat lui dit, écoute, si tu veux pas finir en tôle, là, tu as une injonction de soins, donc il faut que tu ailles voir une psy. Et donc lui, il va raconter son histoire à la psy. Et les 2 histoires sont en parallèle. Et Gilles m'avait donné un scénario qui s'appelait Danny, un scénario qui s'appelle Jean. Et je reçois les 2 scénarios, je les lis. Je reçois 2 dossiers Word, hein, vraiment séparés, un Jean, un Danny. Puis je l'appelle, je lui dis, oui, mais quoi, c'est 2 histoires. Enfin, je voyais bien, hein, ayant lu, je voyais bien le truc. Il me dit, maintenant, ce qui serait intéressant, c'est que tu les mixtes. Voilà, c'est que tu les mélanges. Que ce soit toi qui fasses le cut, comme au cinéma, quoi. Il y a une équipe qui a tourné avec Danny, une équipe qui a tourné l'histoire de Jean, et toi, tu fais le montage, quoi. Tu fais le montage. Et il m'a dit, ça sera plus intéressant que ce soit toi qui le fasses. Ça sera plus intéressant que ce soit le dessinateur qui décide à quel moment on passe de Danny, à quel moment on passe à Jean, à quel moment on revient.
Ça a été passionnant à faire. Vraiment, c'est un des boulots les plus évidents que j'ai fait. Je l'ai fait dans une joie. Alors, en plus, on était en plein Covid, donc la joie, elle était quand même un peu mesurée. Mais bon, artistiquement, c'était intéressant de travailler sur ça. Et c'était évident aussi parce que Gilles est dessinateur. Il sait comment on raconte une histoire. Et j'ai pu beaucoup inventer. Par exemple, j'ai mis une paréolie, là, on le voit dans l'image, un vol des tourneaux, comme il y en a là à Saint-Malo. Je ne sais pas si vous étiez à Saint-Malo ces jours-ci. Là, il y a des vols des tourneaux incroyables. Et ça fait des années que je voulais mettre une scène comme ça de paréolie dans un je ne sais plus si ça s'appelle, si c'est une paréolie, je ne suis pas sûr. Pareidolie, non, je ne sais plus comment c'est. Je confonds peut-être avec un autre mot. Pardon. Enfin, un vol des tourneaux, pour ne pas faire mon malin. Et la scène s'y prêtait bien parce que Jean et son copain, ils discutent. Ça dure plusieurs pages. Donc, au bout d'un moment, il faut trouver des trucs aussi pour enrichir le récit, pour lui donner une autre couleur. Et c'est ça qui était génial avec Gilles, c'est que son récit permettait ça, a permis de beaucoup inventer dans son récit, de beaucoup trouver d'images qui ne sont pas décrites, qui ne sont pas précisées par lui. Et vous avez un autre projet ensemble? Ah oui, alors on a un peu inversé le truc. On s'est vu à Lyon BD au mois de juin et je lui ai dit voilà, j'aimerais beaucoup travailler sur ça. J'aimerais beaucoup que tu écrives sur ça. Je vous dis pas le ça, hein, pardon. Et il a commencé par me dire mais jamais de la vie. C'est un sujet qui m'intéresse pas. Je suis trop proche de ça. Enfin, je connais trop de gens qui ont vécu ça et j'écrirai jamais sur ça. Je dis bah merde, tant pis. Bon, dommage. Et puis on se quitte le dimanche soir après le festival. Et il prend son TGV pour aller à Paris. Et je reçois un SMS. Il me dit mais en fait t'as raison, c'est un super sujet. Et en fait je sais ce que je veux raconter. Donc il est en train d'écrire un nouveau truc. Donc je vais découvrir le contenant, le contenu. Et c'est intéressant aussi de bosser comme ça. Alors il y a un autre projet que tu as fait pendant le confinement, c'est Le Monde d'après, là, qui est sorti chez Comics Initiative. Alors là, c'est vraiment totalement différent. Ce sont des images que tu as livrées déjà sur Instagram. Macron, d'ailleurs, tu livres pas mal d'images sur Instagram, des images uniques. Oui, oui. C'est vraiment... Quelle était ton envie, en fait Mon envie, c'était tout simple, en fait. C'est qu'on sortait d'un mois et demi de confinement et on ne nous arrêtait pas de nous bassiner avec cette expression « le monde d'après », comme si tout à coup, tout allait changer. Ce que j'aurais bien aimé, hein, ce qu'on aurait peut-être tous aimé, qu'on se mette à réfléchir à comment changer les choses et à ne pas se retrouver dans cette situation-là assez extrême quand même. Et du coup, j'avais aussi envie de dessiner différemment. C'est-à-dire, en général, quand on fait un dessin, on fait un crayonné, et puis on l'encre, et puis on le met en couleur. Et là, je dessine en fait au feutre, et avec un Tipex, et je fais pas de crayonné, je mets de quelques photos que je vais chercher sur Internet, et l'idée c'est de faire des images qui sont des images un peu genre dessin de presse, on va dire, avec aucune indication, c'est-à-dire que chacun la prend comme il a envie de la prendre, avec une même palette de couleurs, et de toucher tout ce qui m'emmerde, moi. Voilà, tout ce qui me révolte, tout ce que je trouve abject, toutes les contradictions qu'on a tous, en fait. Je m'exclus pas, en fait, de tout ça. Ça peut m'arriver, des fois, alors que je suis le premier à dire Amazon, c'est pas bien, faut pas qu'on commande sur Amazon, mais ça peut m'arriver parfois, parce que je suis coincé, notamment pendant le confinement, j'avais plus d'encre, donc il fallait bien que je commande quelque part. Et ça peut m'arriver aussi de changer d'avis. Par exemple, je suis beaucoup à la campagne, et quand la première librairie est à 3/4 d'heure en voiture, Amazon, c'est aussi une solution. Donc, je suis contre Amazon, mais je trouve qu'on devrait réfléchir, en fait, à un système. Alors, remettons peut-être des librairies dans les petites villes et dans les petits villages, ok. Mais réfléchissons, voilà. Donc, c'est pour ça que je ne m'exclus pas de la chose. On est tous plein de contradictions dans ce monde dans lequel on vit. On voudrait tous être vertueux et dire je suis un bon écolo, je ne prends pas ma bagnole quand j'en ai pas besoin. Je vais au cinéma le plus souvent possible avant que les cinémas ferment et qu'il n'y en ait plus. Je sais pas, je vais pas dans les supermarchés parce que X raisons. Mais voilà, ok, c'est bien de dire tout ça, mais quand on se retrouve face à son frigidaire, quand c'est vendredi soir et qu'on s'est dit tiens, on va aller au ciné. Ah ouais, tu crois? J'en ai fatigué, quoi. Voilà, on va pas y aller.
on est tous dans ce monde de contradictions et ces dessins, ils servent à ça, quoi. Et c'est des dessins qui ont beaucoup, beaucoup circulé, vraiment dans le monde entier. J'en ai fait 70. Et c'était aussi l'idée d'essayer un autre mode de publication. On a fait un crowdfunding avec ce bouquin et puis voilà, j'ai gagné de l'argent avec le crowdfunding, avec ce qui s'est passé. Il y a eu plein de gens qui ont suivi le projet. C'était super, c'était très intéressant à faire. Et là, donc, tu as travaillé avec Comics Initiative, qui est justement une maison spécialisée un peu dans le financement participatif. Voilà. Tu aimes vraiment bien avoir plein d'interlocuteurs différents, en fait. C'est ça, Ouais, c'est intéressant. Ce bouquin, j'aurais pu éventuellement le faire chez Jargy, mais j'aurais pris la place de quelqu'un d'autre. Il y a aussi ça, le truc, c'est que l'argent qu'on aurait investi chez Jargy pour l'impression de ce livre, j'en aurais vendu exactement le même nombre d'exemplaires, sans doute, que j'en ai vendu chez Comics Initiative, et j'aurais peut-être gagné la même somme, au final. Mais j'aurais pris la place d'un jeune auteur qui a besoin aussi que son livre existe. Donc moi, j'ai cette liberté-là d'aller voir un tel ou un tel ou un tel pour faire mes livres. Il se trouve que Comics Initiative, je n'avais jamais bossé avec eux, que je connais bien Nicobi, qui est un auteur bien connu sur le festival. Et c'est lui qui m'a dit, va voir Comics Initiative, avec ce projet-là, ça peut l'intéresser, ça peut lui parler. Et en effet, ça lui a parlé suffisamment pour qu'on monte le projet en crowdfunding. Comics Initiative ou Exemplaire sont deux maisons d'édition qui ont recours systématiquement au financement participatif. Qu'est-ce que tu penses justement? Parce que ça permet aussi de toucher directement les droits d'auteur, d'avoir des meilleures retombées. C'est super que tu me poses la question parce que j'ai eu cette discussion avec, il souhaiterait peut-être pas que je dise son nom, donc je vais pas dire son nom, mais avec un auteur plus ancien d'une génération au-dessus qui se retrouve face à des grosses difficultés et qui a envie de monter sa propre maison d'édition et de faire vivre ses albums. Il en a plus de 400 à son actif, donc de faire vivre ses albums autrement que chez les gros éditeurs. Et du coup, il est venu me voir parce qu'il avait vu que j'allais bouffer à tous les râteliers pour être trivial. C'est pas tout à fait ça, mais... Et je l'ai expliqué, je lui ai dit qu'en fait, pour y avoir bien réfléchi, je pense que chaque projet a sa place quelque part, mais que tout ne peut pas exister de la même manière. Si tout le monde de la bande dessinée se met à faire du crowdfunding ou du financement participatif, je pense qu'on va vite se casser la figure. Acheter un livre, c'est aussi le hasard qui fait qu'on achète un livre. Qu'on rentre dans sa librairie, que tout à coup, il y a un truc qui nous fait de l'œil. Qu'on va sur le salon, là, et que tout à coup, on était parti pour aller acheter Tartampion, et qu'on se retrouve devant une table, et que tout à coup, le bouquin, on le trouve bien. Ou qu'on trouve que la tête du mec, elle est sympa, ou de la fille, elle est sympa, et que cette maison d'édition, elle mériterait d'être connue. Donc on s'arrête et on va acheter un truc qu'on n'aurait jamais acheté. Le financement participatif, c'est quand même une démarche où on achète ce qu'on connaît un peu quand même. Donc ça peut être par soutien. Exemplaire, c'est beaucoup par soutien, mais je ne crois pas que la totalité du monde de l'édition puisse fonctionner par financement participatif. Donc que ça existe pour une partie, c'est génial. Je fais aussi de l'autoproduction, c'est-à-dire voilà, j'imprime moi-même mes propres livres, hors Jargy, hors Comics Initiative. C'est des tout petits tirages à 200 à 300 exemplaires. Mais je sais que ça fait plaisir à des gens qui suivent mon travail et qui ont l'impression, enfin qui n'ont pas l'impression, qui ont un petit collector que je ne vais jamais rééditer. Pour des projets plus importants, Love Story pour le renommer, il a parfaitement sa place chez un gros éditeur. Il n'y a que là qui peut vraiment exister et que je vais avoir derrière une locomotive qui va le pousser, le faire avancer, c'est important. Il y a parfois des projets qui ne peuvent exister que dans des toutes petites maisons d'édition. Voilà, là, on m'a proposé sur le festival, il y a une petite collection qui s'appelle Les Prêts à poster. Je ne sais pas si ça te dit quelque chose. C'est des petits albums. On les accroche avec un petit autocollant, on met un timbre et on peut les envoyer par la poste. C'est le format d'une carte postale. C'est sur le stand de Roukmout. Je leur fais de la pub, comme ça, ils auront plein d'acheteurs tout à l'heure. Et j'adore ce concept. Je trouve l'idée super de ces petits albums, de recevoir un petit album par la poste. On enlève la petite gommette et hop, on déplie et on peut lire un album de Fab Caro. Je ne sais plus qui y a d'autres, mais il y a quand même des auteurs assez connus. Et j'étais en train d'en acheter et la personne a vu mon nom et elle me dit « Ah, mais vous êtes de Loupi, j'adore votre travail, tout ça. » Donc on est déjà très content quand quelqu'un me dit ça. Mais elle me dit « Mais vous accepteriez de faire un petit prêt-à-poster ?» Je dis mais génial, mais oui. Mieux que oui, tout de suite, quoi. Donc voilà. C'est intéressant d'aller dans plein de directions différentes aussi. On ne fait pas les mêmes choses. Je ne peux pas me pointer avec une petite histoire de 12 pages chez Dargaud en leur disant trouvez-leur une place, ça ne marche pas. Et je suis sûr que si je m'étais pointé chez Casterman ou Delcourt avec Le Monde d'après, c'est un projet qui aurait eu du mal à exister chez un gros éditeur. Il aurait été noyé au milieu des productions. Il aurait été mal vendu. Voilà, c'est intéressant de le faire chez Comics. C'est plus intéressant.
Et comment tu appréhendes un réseau social comme Instagram? Tu postes quand même pas mal de choses, mais pour toi, c'est quoi? C'est une manière de relayer ton travail, de séduire d'autres gens Ah ouais, c'est un super support, c'est des supports hyper intéressants. Faut, que ce soit Facebook ou Instagram, d'abord c'est le moyen de toucher plein de gens qui connaissent pas mon travail. Je peux y poster des choses qui sont expérimentales. Quand j'ai fait Le Monde d'après, j'imaginais pas faire 64 dessins, 67 dessins. Je pensais en faire un, puis un deuxième 2 jours après, puis un troisième. Et puis en fait, au bout de 15, j'avais une communauté qui suivait ça, qui commentait. Enfin, il y avait un côté exaltant, quoi, qui est différent d'un livre. Un livre, il part et on le revoit pas, en fait, ce livre-là. On le revoit quand on est en dédicace. On découvre ses lecteurs, finalement, en dédicace. Sur Instagram ou sur Facebook, ça peut avoir des aspects négatifs aussi, parce qu'il y a des gens qui ne se gênent pas pour donner leur avis, mais c'est aussi intéressant d'aller se frotter à des gens loin, cachés derrière leur écran. Je crois que dans tes prochains projets, tu as aussi un polar chez Marabule. Oui, j'ai un polar chez Marabule, qui est une adaptation d'un roman qui s'appelle La Daronne, qui a eu une adaptation au cinéma. Donc j'étais un peu réticent au début pour travailler dessus, mais j'aime beaucoup le projet parce que le personnage est hyper politiquement incorrect et je trouve que c'est pas du tout ressenti dans l'adaptation qui a été faite au cinéma. Que c'est un personnage qui se met à dos et la police et les délinquants, qui est entre les deux, qui est une femme en plus. Donc il y a tous les ingrédients qui m'intéressent dans un polar, qui font qu'il y a matière à raconter une histoire intéressante. Et en plus, ça va me permettre de pousser mon dessin dans une direction que je ne lui ai pas donnée jusqu'à présent. Je reste dans une ligne claire quand même, mais beaucoup plus noire, beaucoup plus de noir et beaucoup plus poussé graphiquement. Je travaille beaucoup plus grand et ça va être assez différent, je pense, graphiquement. Tu mènes des projets en parallèle? Il y a toujours plusieurs projets? Oui, j'ai 3 projets en parallèle. J'ai l'affaire Chaland, dont j'ai à peine dit un mot, chez Jargy. J'ai le projet israélo-palestinien et La Daronne en même temps. Donc je jongle un peu en fonction de mes envies et mes humeurs et j'essaie de faire patienter mes éditeurs entre-temps. Comment tu fais alors? C'est pas facile. Je leur mens. Et la remise, c'est pas le même moment quand même, j'imagine. La remise des planches. Oui, voilà, il y a des dates de remise, donc j'essaie toujours d'être dans les clous. Mais là, je serai dedans. Pour un des projets, je vais être dedans, donc je ne sais pas encore lequel. On verra. Bon, vous avez sans doute des questions pour Zach. N'hésitez pas. Alors c'est vrai que c'est quand même passionnant d'avoir tes 2 casquettes, quoi. Ton double expérience. Bah oui, mais je ne peux pas conseiller ça à tout le monde. Hein. Tout le monde ne peut pas être auteur et éditeur, mais en tout cas, c'est aujourd'hui très intéressant d'être dans la bande dessinée, mais c'est très intéressant de comprendre comment elle fonctionne, comment ce monde fonctionne. C'est un monde très en mouvement. Hein. La bande dessinée d'il y a 10 ans, elle ne ressemble déjà pas à celle d'aujourd'hui. Et ma fille rentre aux Beaux-Arts là pour faire de la bande dessinée. C'est une envie qu'elle a, et je peux difficilement lui donner des conseils, si ce n'est des conseils de dessin, mais je pense que le métier qu'elle va faire peut-être dans 10 ou 15 ans ne sera sûrement pas celui que moi je fais aujourd'hui. Voilà, on est face à plein d'enjeux. Il y a une crise du papier, par exemple, qui peut remettre en cause énormément de choses dans le monde de la bande dessinée. C'est déjà en train de remettre en cause certaines choses. Hein. Chez Jargy, par exemple, on se pose des vraies questions. On a 2 bouquins à faire rééditer. Alors, quand c'est une réédition, on sait qu'on n'en vend pas 1500 en un mois. Hein. On sait qu'on en vend quelques exemplaires. Le prix du papier étant tellement cher qu'on est obligé de repousser ces rééditions. Donc on est là aussi obligé d'expliquer aux auteurs, de leur dire, écoute, on est vraiment désolé, ton livre ne peut pas ressortir, parce que là, si on le réimprime avec le coût du papier, c'est pas 14 € qui va coûter, c'est 18 €. C'est vraiment ça la différence, si on ne veut pas être à perte, quoi. Donc tout ça pour dire, et pour revenir à ta question de départ, ce monde m'intéresse beaucoup parce qu'il est dans des enjeux multiples, artistiques, économiques et de rapports humains. Hein. Il y a beaucoup de discussions autour du statut des auteurs. On n'en a pas parlé, mais là aussi, il y a beaucoup de choses à dire sur ça. Donc tout ça va bouger dans les années qui viennent et c'est intéressant d'être dedans et d'avoir les 2 points de vue. Moi, je termine avec ça, si tu... Sauf une question, mais je ne veux pas vous saouler plus, mais on vient d'avoir une discussion avec la Sophia... là sur le festival, parce que on peut difficilement demander à une maison d'édition. C'est très intéressant de rémunérer les auteurs, et je suis le premier à m'en réjouir. Hein. Je défends ça. Hein. Tout ça, je dis tout ça en préambule pour que vous compreniez ce que je veux dire derrière. Et on ne peut pas demander la même chose
à Dargaud, sur la rémunération des auteurs, qu'on peut le faire pour Jargy. On est une petite structure, on vit avec, allez, les meilleures années, on a 30 000 euros devant nous pour faire des livres. Ce qui est... Juste, tu parles de rémunération pour les dédicaces. Hein. Ouais, pour les dédicaces. Et là, quand on est sur des salons comme Angoulême, comme Lyon BD, comme Saint-Malo, la Sophia vient nous voir pour qu'on rémunère nos auteurs. Ce qui, nous mettrait dedans, même s'il y a une partie qui est prise par la Sophia. Donc on est dans cette discussion-là pour leur faire comprendre que vous aidez les gens tous de la même manière, et c'est normal, hein, on cotise tous à la sécurité sociale de la même manière, quel que soit si on est malade ou pas malade. Et je comprends que ce système existe comme ça, et il ne peut qu'exister comme ça. Mais dans le cadre de la rémunération des auteurs, il faudrait prendre en compte le fait qu'il y a des maisons qui sont des petites maisons d'édition associative et qui n'ont pas les mêmes revenus qu'une grosse maison d'édition. Nos 30 000 euros de roulement pour faire des livres, ça doit être le budget apéro chez Dargaud. Donc, comment on peut comparer? Comment on peut faire les mêmes choses? On ne peut pas. Donc, nous, on est obligé d'expliquer à nos auteurs que, voilà, bah oui, ton voisin de chez Dargaud en face ou de chez Glénat, j'aurais dû dire Glénat d'ailleurs comme exemple. Ton voisin de chez Glénat, il est rémunéré, mais nous, on ne va pas pouvoir faire comme ça. Nous, on peut donner un peu plus en pourcentage de vente, mais difficilement de donner 273 euros sur une dédicace. C'est aussi ça la limite. Est-ce que vous avez une question? Oui, non. Ah, j'ai trop parlé. Bah, c'est bien, tu as très bien parlé. Eh ben, merci beaucoup, Zach. Merci beaucoup à vous. Ah, bah si. Ah. Est-ce que vous... Juste... Non, il y a... Non, garde ton micro. Ça sera mieux. Oui, c'est vrai, si je peux répondre. Moi, je travaille dans l'animation, donc c'est un peu cousin de la bande dessinée. Et je me souviens avoir travaillé il y a quelques années dans une société d'animation où on avait à nos côtés un auteur de bande dessinée qui travaillait dans l'animation justement comme deuxième métier pour contribuer à se rémunérer. Et comme vous avez parlé de la répartition de certains pourcentages de droits d'auteur, j'avais quand même une question là-dessus qui me taraudait déjà quand lui était là. J'ai pas forcément tout suivi, tout compris. Mais dans ce que je comprenais et dans ces difficultés financières en bande dessinée, il évoquait des pourcentages de redistribution de droits des auteurs de bande dessinée qui étaient mais tellement ridicules, tellement bas. Et voilà, je ne sais pas si j'ai tout compris là-dessus. On était dans des 2%, 2,5% qui sont dans lesquels objectivement ils peuvent pas vivre en dehors de la rémunération qu'ils ont au moment de la création de la BD. Donc ils évoluent toujours dans des pourcentages comme ça? Alors, tout ça est différent d'une maison d'édition à l'autre, mais moi aujourd'hui, la durée de vie d'un livre, en fait, personne ne peut la deviner. C'est-à-dire que même l'éditeur, il ne peut pas dire à l'avance, ou là, ça, on va en faire 20 000, ça, on va en faire 30 000. Ça peut arriver, mais il y a des éditeurs industriels. Donc, moi, je dis aux jeunes auteurs, et je le fais aussi pour moi, le nerf de la guerre, c'est l'avaloir. C'est ce que l'éditeur va verser en avance sur droit. Une somme qui peut aller, de 4 000 euros, on va dire, à 25, 30, 35 000 euros pour faire un album. Donc ça, c'est important d'avoir cette somme-là, parce que cette somme-là, elle est garantie, en fait. On ne la rembourse pas, quelle que soit l'existence du livre. Elle ne se cumule pas il faut dépasser cette somme en termes de droits pour retoucher des droits d'auteur derrière. Mais aujourd'hui, les droits d'auteur en bande dessinée, c'est plutôt situé entre 8 et 12%. Ça augmente en fait au-delà de 20 000, par exemple. On peut passer à 14, au-delà de 50 000 ou 100 000 exemplaires, on peut passer à 16. Voilà, il y a des paliers comme ça. Bon, il n'y a pas beaucoup d'albums aujourd'hui qui montent aussi haut, mais il y en a. Vraiment, je me bagarre pas beaucoup sur les droits d'auteur. J'essaie qu'ils soient dans la norme, c'est-à-dire entre 8 et 12, on va dire. Mais je me bagarre beaucoup sur la valoir. Parce que c'est aussi ça qui me garantit d'être tranquille pendant un an, de ne pas trop avoir à faire des petites illustrations à droite à gauche, même si j'en fais pour mon propre plaisir personnel. Voilà. C'est sûr que ça reste un métier compliqué parce que le tirage moyen aujourd'hui, c'est descendu très très bas, c'est 4 000, 5 000 exemplaires. Même dans des maisons d'édition comme Casterman, Casterman, on a tiré le premier tirage d'Impact, c'était 4 000.
me suis dit, merde, putain, je suis redescendu à 4000 alors que j'étais plutôt à 10 pour Algérienne et beaucoup plus pour Love Story. Et bon, c'est aussi un calcul, j'allais dire, rigoureux des éditeurs de se dire, vaut mieux qu'on en tire moins et qu'on retire tout de suite, avec le risque que le livre n'existe pas aussi à un moment donné. C'est-à-dire que aujourd'hui, vous êtes tous acheteurs de bande dessinée, j'imagine, et moi j'en suis le premier. On passe devant la table, le livre est là, on l'achète. Mais s'il n'y est pas, si on en a entendu parler, il y en a d'autres qui sont arrivés entre-temps et on finit par l'oublier, quoi, et ne pas l'acheter. Aujourd'hui, le nerf de la guerre, c'est ça, hein, c'est la place, c'est le centimètre carré sur la table du libraire. Il y a une grosse production, donc les ventes se sont érodées, beaucoup, ces dernières années, avec des bouquins comme le Blin Jean Covici qui monte à plus de 400 000 exemplaires, mais c'est un contre-exemple, j'allais dire, J'en ai discuté avec un éditeur de chez Dargaud là tout à l'heure. Sur le papier, bon, c'est vrai que Blin, il vend plutôt bien. Jean Covici, il est plutôt connu. Mais si on met sur le papier le contenu du livre, 10 ans auparavant, je ne suis pas certain qu'ils auraient fait 400 000 exemplaires. C'est aussi parce que ça rentre en résonance avec la société, avec les problèmes climatiques qu'on a, avec les problèmes de ressources. Donc, du coup, ça rentre en écho. Et c'est aussi pour ça qu'un livre comme ça explose. Mais la majeure partie des livres... ils vivotent, hein, il y a plus de 5000 nouveautés, donc elles n'atteignent pas toutes 400 000 exemplaires. Donc voilà, pour un jeune auteur aujourd'hui, pour un auteur, pas seulement un jeune auteur, l'important c'est la valoir, c'est ça qui garantit une certaine somme. Et après les droits d'auteur, ben, tant mieux, ça vient après, mais souvent ça vient 3 ans, 4 ans après, quoi. Une fois qu'on a vendu le stock qui correspondait à la valoir, là on touche les droits d'auteur. Mais on touche aussi des droits sur les ventes étrangères, on touche des droits sur des ventes pour un dessin animé, par exemple, ou des choses comme ça. Donc il y a aussi des sommes qui arrivent, qui sont très, très faibles en général, mais qui arrivent. Merci beaucoup. Merci à vous. Bonne fin d'après-midi à vous. Alors.